Enfin, je te dis, je sais pas. Je vais garder ça. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Ce soir, nous accueillons Monsieur Pierre Weiss. Monsieur Pierre Weiss est chercheur en sciences humaines, président directeur général de l'établissement public de Paris-Saclay. Alors, c'est la mondialisation géographique. Je vais vous présenter, c'est le sujet de ce soir, je vais vous présenter tout de suite son dernier livre, aux éditions de l'Aube, et qui s'appelle « Repenser l'économie par le territoire ». Paris, France, monde. Voilà. Je préfère laisser la parole à M. Weiss, ce sera plus intéressant. Voilà, bonne soirée. Merci de m'accueillir. Donc, pour me présenter rapidement, un peu en complément, donc, Paris-Saclay, c'est un grand projet qu'on mène actuellement du côté de la frange sud du plateau de Saclay. Vous savez, il y a des grandes écoles, des universités, etc. Et on est en train de comment développer ce... On m'entend? Oui, ça va? Pardon? Oui. Un peu plus fort. Un peu plus fort. Alors, si c'est vraiment plus fort, je vais placer la voix. Il faudrait C'est bon? que je prenne le micro. C'est bon. Il faudrait mieux que je prenne le micro à ce moment-là. Voilà, je vais la voix parce que... Voilà, donc ce projet de... Donc là, je suis en fait, moi j'ai alterné dans ma vie professionnelle des positions de chercheur et puis des positions plus opérationnelles. Là, je fais un boulot tout à fait opérationnel puisqu'on est en train de développer ce très grand campus qui sera en fait le premier campus français, enfin un des premiers campus aussi en Europe. Voilà, alors je vais donc vous parler de la mondialisation vue sous l'angle de son impact sur les... Alors, on va voir si c'est mieux. C'est mieux. Bon, c'est mieux pour moi aussi. Je vais être... comme je suis un peu bavard, au bout d'une heure, j'aurai la voix cassée. Donc, on va parler de l'impact de la mondialisation sur les territoires, un peu de manière générale, et puis plus particulièrement, quel impact ça a aujourd'hui sur le territoire français. N'hésitez pas à m'interrompre si je dis des choses absconses, ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ou enfin, après on aura de toute façon un temps de discussion. Je vais commencer par partir de choses assez... Alors, j'ai un PowerPoint, mais j'aime pas trop être esclave de ça, parce que c'est un peu ennuyeux, donc je pourrais m'en servir en passant très vite, mais juste pour montrer un certain nombre d'images, pour fixer un peu les cartes, des choses comme ça, parce que les cartes, c'est plus difficile à expliquer avec les mains. Donc, les idées, ça va, mais les cartes, c'est plus compliqué. Donc, vous avez déjà eu, je crois, mais je ne sais pas si tout le monde était là, je crois qu'il y a eu déjà une conférence de M. Gratalou, c'est ça, qui est géographe. Lui, c'est un vrai géographe, moi je suis un peu un faux géographe, je suis ingénieur de première formation, puis après j'ai fait de l'économie et de la sociologie, mais bon, certains me prennent pour un géographe. Et puis vous avez aussi, je crois, une conférence de M. Pilon sur les volets plus économie, je pense qu'il a parlé de la financiarisation, des choses comme ça. Donc, moi, je ne parlerai pas de la financiarisation assez peu, parce que je pense qu'il l'a déjà fait, qu'il le fait mieux que moi. Et voilà. Moi, j'ai plutôt une entrée sur ces sujets de la mondialisation, quand même par le biais de l'économie, mais plutôt de l'économie réelle, comme on dit, de l'économie des entreprises, de l'économie de la production, de l'économie industrielle en voie de mondialisation. Bon, la première... Oui. Juste avant de démarrer, est-ce que votre support il sera sur le site de la médiathèque? Est-ce que quoi? J'ai pas... Je vous filme pour mettre votre conférence sur le site de la médiathèque. Oui, donc il n'y a pas de souci. J'ai déjà signé le... D'accord. Voilà, j'ai écrit lu et approuvé, bon pour accord. Donc je crois que tout va bien. Alors, où en étais-je?
Oui, donc je pense que ce qui vous a déjà été dit, c'est que la mondialisation, on en parle beaucoup. Pas depuis tellement longtemps finalement. Hein. Le sujet est devenu très à la mode, enfin envahi un petit peu l'actualité seulement à partir du milieu des années 95. Avant, on en parlait assez peu. Mais la mondialisation, c'est une réalité ancienne. Si on entend par mondialisation le fait qu'il y ait des échanges à très longue distance entre les continents, les grandes aires économiques du monde, c'est une réalité en fait très ancienne. On ne va pas remonter aux Romains et aux Chinois, on ne va pas non plus remonter à toute la période du XVIe, XVIIe siècle. Évidemment, était une phase très importante avec la découverte de l'Amérique, les empires en Asie, etc. Des économistes qui ont la vue courte un peu parlent souvent de première mondialisation à propos de la période qui s'est achevée qui va de la fin du 19e au début à la Première Guerre mondiale, parce que c'est une période dans laquelle on a eu une ouverture des économies nationales et des échanges à grande distance qui étaient extrêmement importants. C'est une mondialisation dont le cœur était l'Angleterre. Aujourd'hui, on pourrait peut-être parler de mondialisation américaine ou chinoise. La première mondialisation, avant la Première Guerre mondiale, ça a été une période où le cœur industriel et le cœur financier aussi du monde, c'était la Grande-Bretagne. Et c'est une période dans laquelle les flux de capitaux investis dans des régions lointaines à partir essentiellement de l'Europe, les flux de marchandises, etc., étaient tout à fait considérables. Hein. Si on rapporte au niveau des économies de l'époque, eh bien, on était dans une ouverture de l'économie mondiale qui était largement comparable à celle qu'on a aujourd'hui. C'est le moment, par exemple, où les Européens ont beaucoup investi dans des pays qui étaient à l'époque les pays neufs, comme l'Argentine, le Chili, l'Australie, etc. D'abord, ils ont été peuplés, hein, c'est des migrations très importantes, et puis aussi des investissements très importants dans les mines, les chemins de fer, les villes, etc. Bon, cette période s'est achevée, comme vous savez, par la catastrophe de la Première Guerre mondiale. Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Ça, on ne va pas en discuter aujourd'hui. Je pense que le lien n'est pas avec la mondialisation, le lien il est avec les rivalités des empires européens, hein, qui ont jugé utile de se suicider collectivement. Et après, on a connu, à travers depuis la fin de la Première Guerre mondiale et à travers la Deuxième Guerre mondiale et jusque dans les années 70-80, on a connu une période de rétraction en fait, des échanges internationaux. En termes relatifs, mais même en termes absolus, à rapporter à la population, fait qu'avec des économies nationales qui sont très fortement structurées sur une base nationale. Ça a été notamment le cas de la France, avec cette fameuse période qu'on appelle aujourd'hui les 30 Glorieuses, c'est-à-dire la période de croissance qu'on a eue après la Deuxième Guerre mondiale, très forte, mais où l'économie française vivait de manière relativement presque autarcique, quoi. Enfin, les flux internationaux avaient beaucoup baissé par rapport à ce qu'on avait connu au début du siècle. Et puis, à partir des années 70-80, les choses se sont ouvertes de nouveau. Disons, dans une première phase, essentiellement les échanges à la fois de marchandises et aussi les échanges de capitaux, c'est-à-dire des investissements à l'étranger, sont devenus extrêmement importants. On connaît une croissance comme ça, vous voyez, très, très rapide, à partir des années 70-80. En même temps, d'ailleurs, que la financiarisation, l'ouverture des marchés financiers, et ça nous a conduit à la mondialisation, un mouvement de mondialisation dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas la fin de l'histoire, qui est peut-être réversible, peut-être qu'on reviendra, certains voudraient qu'on revienne à des choses de plus fermées. Enfin, pour l'instant, on est dans ce processus-là, donc un processus qui est vraiment multidimensionnel, c'est-à-dire que la mondialisation, elle se passe à la fois par l'augmentation des échanges de marchandises. Regardez le nombre de produits que vous avez dans vos sacoches là, qui sont produites un peu. Je vais y revenir d'ailleurs tout à l'heure. C'est difficile de savoir exactement où ils sont produits parce qu'ils sont assemblés avec des produits qui viennent de
régions très diverses du monde. Mais aussi les échanges de capitaux, c'est-à-dire que les pays qui ont des capitaux, des entreprises multinationales qui ont de l'argent à investir vont aller ouvrir des unités nouvelles, pas seulement en France, mais à l'étranger. En France, les grandes entreprises du CAC 40, enfin nos grandes entreprises françaises leaders, ont très peu investi en France depuis, on va dire, les années 80, et par contre ont beaucoup investi dans des pays étrangers. Alors il y a un peu deux phases, je suis un peu schématique, mais il y a un peu deux phases de cette mondialisation économique. Une première phase où les échanges se font essentiellement entre ce qu'on appelle les pays du Nord. Parfois on parlait de triade, c'est-à-dire Europe, Amérique du Nord, Canada, États-Unis, puis Mexique, enfin bon, le bloc Amérique du Nord, le bloc Europe et puis le bloc asiatique, à ce moment-là surtout centré d'ailleurs plutôt sur le Japon que sur la Chine. Et quand on regardait les échanges dans les années 1990, par exemple, il y a pas très longtemps, finalement, c'était essentiellement des échanges à l'intérieur des pays développés. Et puis, je dirais maintenant, depuis une vingtaine d'années, surtout au cours des dernières années, la mondialisation a changé de visage parce qu'aujourd'hui, les échanges se développent très très rapidement avec les pays dits du Sud, même si on met la Chine par exemple dans les pays du Sud, alors que chacun sait qu'elle est quand même dans l'hémisphère nord. Mais disons les pays qu'on appelait auparavant pays sous-développés, puis après de manière plus politiquement correcte on les a appelés pays en développement, et puis aujourd'hui on les appelle pays en émergence. Émergence, ça veut dire ils sont en train de rejoindre progressivement le club des pays riches. Et donc aujourd'hui, j'ai quelques graphiques, mais je vous en ferai peut-être grâce, ces échanges ils se font de plus en plus au bénéfice des pays émergents. C'est-à-dire que dans les exportations et les importations mondiales, et également dans les échanges de capitaux, ces pays-là ont aujourd'hui acquis une place importante. Pas plus importante que les pays développés, parce que les principaux échanges restent entre les pays développés, mais enfin quand même leur part, par exemple dans le commerce mondial, elle est montée de manière très 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 importante. Et c'est lié notamment, mais pas uniquement, au développement de la Chine, qui est devenue un des grands exportateurs mondiaux. Mais il faut un peu relativiser parce que la Chine aujourd'hui exporte moins que l'Allemagne, par exemple. Si vous rapportez à la tête de PIB, à l'individu, nombre de gens, évidemment, le taux d'exportation par citoyen allemand est très supérieur au taux d'exportation citoyen chinois. Bon. Donc on en est là, et en même temps, on est dans cette phase-là, et donc qui évidemment pose beaucoup de questions, inquiète beaucoup. Les États-Unis, très forte discussion sur est-ce qu'on est en train de laisser notre industrie complètement mangée par la Chine. C'est un débat extrêmement fort, mais aussi, comme vous le savez, chez nous en Europe. Mais le débat est plus fort aux États-Unis parce que la part de produits chinois, les États-Unis sont un très grand marché intérieur, donc ils ont moins l'habitude que nous de consommer des produits qui viennent de l'extérieur. La part d'ailleurs des produits importés sur le marché américain reste aujourd'hui relativement faible. Mais évidemment, pour les Américains, c'est une grande nouveauté d'aller dans les Walmart ou dans les grandes surfaces et de voir ces quantités de produits qui viennent de Chine. Je reviendrai tout à l'heure sur le fait que les termes de l'échange sont parfois plus complexes que ce qu'on aurait tendance à penser par rapport à ça. Donc voilà un petit peu le fond de tableau. Et en même temps, bien sûr, s'est développée la mondialisation financière, qui est, donc avec un développement très libre de capitaux, de monnaie, etc., et qui est en grande partie, mais ça je pense que Dominique Pilon a dû vous l'expliquer, je ne vais pas revenir dessus, assez en partie déconnecté du mouvement de ce qu'on appelle l'économie réelle, c'est-à-dire l'économie, soit des biens matériels qu'on peut toucher, sentir, mais aussi des services. Il y a une économie mondiale aujourd'hui des services, on achète des prestations de services de plus en plus à des pays du monde. Voilà. Donc ça c'est un peu le fond de tableau.
Et je voudrais vous donner quelques indications sur, au fond, comment ça se passe, et puis, quels impacts ça a sur notre beau pays et sur nos territoires. Bon, le mot mondialisation a souvent très mauvaise presse. Je pense que on peut discuter après pour savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Il faut d'abord essayer de creuser un peu ce qu'on met derrière ce terme, qui est quand même un terme extrêmement englobant, hein, qui quand même couvre des réalités assez complexes. Alors, pour dresser le fond de tableau, une première chose que je voudrais dire, c'est que la mondialisation, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est tout à fait inséparable de l'urbanisation du monde. Vous savez que, d'après les calculs des organisations internationales, il y a 1 ou 2 ans, le nombre d'urbains aurait dépassé le nombre de non-urbains sur cette planète. Alors après, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la définition d'un urbain? Où est-ce qu'on s'arrête? Où commence la ville? Où s'arrête la ville? Où commence la campagne? Évidemment, on peut discuter. Enfin, le point intéressant, c'est pas pinailler sur les chiffres, c'est une vague sans précédent d'urbanisation dans le monde. Et cette vague d'urbanisation, elle est multiforme, c'est-à-dire on a à la fois le développement assez explosif de mégapoles, mégavilles, en Asie, principalement en Afrique, en Amérique latine aussi un peu, mais bon. Mais aussi le développement de villes moyennes et de petites villes, c'est-à-dire la part de ruraux est en train de baisser partout dans le monde, y compris dans des pays qui jusqu'à une date récente étaient des pays principalement à économie agricole. Et donc cette urbanisation qui est aussi la fin dans le monde d'une planète essentiellement paysanne, est quand même un événement de première grandeur. Schelzer a l'habitude de dire que la fin du monde paysan, si on est un peu cosmique, il parle même de sortie de la période néolithique, pour dire maintenant on rentre dans une nouvelle ère de l'humanité qui est détachée, de plus en plus détachée de l'agriculture. Ça reste à relativiser parce que évidemment dans une grande partie du monde l'économie agricole reste très très importante, mais enfin l'urbanisation est quand même extrêmement spectaculaire. Alors pourquoi, je vais vous montrer quelques images, mais très vite, pourquoi l'urbanisation est liée à la mondialisation? Eh bien, pour une raison assez simple, qui est que quand on regarde ce qui est le moteur économique aujourd'hui de ces échanges dont je parlais tout à l'heure, à la fois de la production, des échanges de biens entre disons, le monde développé et les pays en émergence, le vrai moteur, c'est la création massive de classes moyennes urbaines dans les pays en émergence, dans ces très grandes villes. Vous avez des classes moyennes qui apparaissent alors qu'il y avait très peu de classes moyennes, et sont ces classes moyennes qui tirent la consommation et qui font marcher à fond les usines du monde entier pour produire des biens pour cette consommation des classes moyennes. Ça a été un peu la même chose en France après la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez une classe moyenne qui a émergé, une classe moyenne qui est devenue nombreuse, qui a pu s'acheter des automobiles. Les automobiles étaient un bien de luxe jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Après, il y a eu la 4 chevaux, etc. Puis petit à petit, on trouvait normal que tout le monde ait sa voiture. Même chose pour les biens électroménagers, etc. Bon, ce qui s'est passé en France, imaginez que ce qui s'est passé en France après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, 60, qui ont été une grande révolution pour le mode de vie de nos parents ou nos grands-parents, et bien c'est en train de se passer à l'échelle du monde, mais évidemment à une échelle beaucoup plus grande. Vous multipliez ça par 100, par 1000, par 10 000, quand vous voyez ce qui se passe, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été en Chine, ont vu ce que c'était qu'aujourd'hui les nouvelles villes chinoises qui poussent comme des champignons, où on trouve à la fois des gens extrêmement riches. Alors ça, on en parle beaucoup dans les magazines et tout ça, on vous montre les magasins, dans les reportages télé, on vous montre les magasins de Ferrari à Shanghai ou ailleurs, qui
font pas lire de jalousie les magasins de Monaco. Hein. Enfin, c'est vraiment, il y a un nombre de riches, de vrais riches, qui est en explosion, mais il y a aussi, surtout, ce dont on parle un peu moins, disons, des classes moyennes qui ont finalement un mode de vie qui s'approche de celui du nôtre. Et ces classes moyennes nouvelles, qui tirent en fait l'essentiel de la mondialisation, sont aujourd'hui principalement localisées dans les villes asiatiques, mais aussi de plus en plus dans les villes africaines, dans les villes d'Amérique latine, etc. Voilà. Donc il y a un lien fort entre la mondialisation et l'urbanisation. Alors sachant que, bien sûr, vous allez me dire, mais les Allemands, ils exportent des machines-outils, ils n'exportent pas des biens de consommation. Oui, mais ils exportent des biens pour faire des biens de consommation. Voilà. Certains pays se sont spécialisés. Tout le monde n'exporte pas des biens directs de consommation, des biens liés à la maison, etc. Mais au bout du compte, c'est quand même ça qui tire aujourd'hui le mouvement économique mondial. Vous savez, je veux aussi ajoute qu'on parle de la crise, le monde globalement, enfin, du point de vue économique, n'est pas en crise. Hein. La crise, elle est limitée à un certain nombre de pays qui ont du mal à s'adapter à cette nouvelle donne, mais vous allez. Alors après, on peut discuter, hein, je ne suis pas en train de faire l'apologie de ce qui se passe, et de vous dire que, par exemple, ce qui se passe en Chine est merveilleux, et tout ça. Quand vous voyez les villes, les conditions de vie des gens, la pollution, la destruction des ressources naturelles, il y a énormément de faces négatives, quoi. Mais il y a quand même. Après, si on regarde les indicateurs, il y a quand même le fait qu'il y a des centaines de millions de gens qui étaient dans la pauvreté la plus crasse et qui aujourd'hui, quand vous discutez avec les jeunes Chinois dans les universités, je peux vous dire qu'ils ont une vision extrêmement positive de ce qui leur arrive. Bon. Voilà. Alors peut-être je vous montre juste rapidement quelques images pour illustrer ça. Le premier point, ça n'a pas l'air de marcher. Voilà. Bon, ça c'est juste une carte, vous voyez, un peu choc pour vous dire c'est le nombre de naissances, je ne sais plus si c'est par heure ou par jour, enfin de nouveaux habitants, enfin je crois que c'est par jour, par heure peut-être, par heure. Je devrais savoir, excusez-moi, pour la vidéo, ça ne fait pas très sérieux de le savoir. Mais vous voyez où ça se passe, hein. L'Asie du Sud en particulier, hein. Les pays, nos pays à nous, évidemment, on est plus dans une stagnation aujourd'hui. Ça, c'est dans les grandes villes du monde. C'est une carte qui est faite par des architectes. Vous voyez, on va passer, la population mondiale urbaine va augmenter, va passer de 2 milliards à 4 milliards. Et c'est l'équivalent de 10 Londres par an. On peut avoir des chiffres comme ça. Ça fait un peu peur, mais c'est à l'échelle de la planète. Vous voyez où ça se localise. Alors, j'ai pas de pointeur, mais vous voyez, c'est essentiellement la légende. Donc, c'est la population urbaine en millions par grande région du monde en 2005 et en 2050, c'est-à-dire dans un demi-siècle. Hein. Donc, là, vous avez ça, c'est aujourd'hui, hein, population urbaine, hein, et puis ça, c'est en 2050. Vous voyez que l'essentiel, ce que je disais tout à l'heure, l'essentiel de la croissance urbaine aujourd'hui de population, c'est dans les villes asiatiques et aussi dans les villes africaines. Voilà. C'est là que se joue en fait l'avenir de la planète, hein, essentiellement sur tous les plans d'ailleurs, économiques, politiques, écologiques. C'est ça le sens du monde, quoi. Il faut en être conscient. Voilà. Il y a un problème? Voir s'il y a un pointeur rond, ça va. Bon, ça, je ne vais pas le commenter, c'est juste pour dire que vous voyez, il y a les petites villes, les villes moyennes, les grandes villes, les très grandes villes, le total. Les petites villes croissent aussi énormément. Hein. Il n'y a pas que les très grandes villes qui croissent. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, surtout, ce qui est absolument fascinant, c'est la vitesse quoi, de ce processus. Hein. C'est-à-dire que c'est 10 Londres par an, mais Londres, il a fallu 100 ans pour passer de 1 an à 8 millions. Bangkok, il a fallu 45 ans, Dakar 35, Séoul 25, et aujourd'hui, une espèce de ville champignon. Moi, dans ma jeunesse, j'ai bourlingué pas mal à travers le monde, et il y a des petites villes dont je me souviens très bien, fin fond de l'Amérique latine, par exemple, en plein cœur de l'Amérique latine, c'était une petite ville où il y avait 20-30 000 habitants, vous savez, très
coulé un peu. Et puis aujourd'hui, elles font 400 000, 500 000, 1 million d'habitants. Enfin, hein? Dhaka, c'est la capitale du Bangladesh. Séoul, la capitale de la Corée. Alors, Séoul, c'est une ville assez... Voilà. Évidemment, ça, c'est une photo un peu effrayante, parce que c'est une vraie photo, c'est pas un montage. Hein. C'est à São Paulo, au Brésil. Vous avez ici le mur, hein, avec d'un côté ce qu'on appelle une favela, mais il faut bien comprendre que c'est pas des bidonvilles. Hein. Vous le voyez d'ailleurs quand vous regardez de près, quand vous y allez, ce sont des quartiers en émergence où les gens font beaucoup d'autoconstruction, mais là-dedans vous avez des gens qui habitent, ils ont des voitures d'ailleurs, hein, ils sont instituteurs, voire professeurs, ils sont artisans, c'est pas du tout des bidonvilles. Il y a aussi des bidonvilles, hein. Il y a aussi des gens qui sont dans des cahutes en carton sous les ponts, mais c'est des quartiers en émergence qui sont des quartiers informels, il n'y a pas de plan d'urbanisme, les gens se débrouillent, ils ont leur propre administration d'ailleurs, etc. Mais certains sont criminalisés, d'autres pas du tout. Hein, vous pouvez aller vous promener absolument tranquillement, il n'y a absolument aucun problème. Et puis vous avez après vous avez quand même un mur ici, et ça là vous avez un immeuble, vous voyez, avec des terrains de tennis en bas. Oui, c'est un terrain de tennis, et puis des espèces de balcons avec piscine à chaque étage. Voilà, donc c'est quand même deux mondes, et on sait. Il ne faut pas être étonné de voir que à la frontière de ces deux mondes, quand elle est aussi brutale, il y a quand même des tensions et que ça produit évidemment chez une partie des gens qui sont là du ressentiment, de la colère. Et donc certains, comme le marché de l'emploi n'est quand même pas aussi formidable, certains basculent dans la criminalité, après vous avez des systèmes organisés, etc. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît chez nous, il faut quand même être conscient du fait, on parle souvent d'insécurité à propos de la France, hein, ça n'a strictement aucun rapport avec ce qu'on connaît dans des villes comme ça. Je me faisais la remarque l'autre jour, il y a ce type qui a tiré au fusil, il a malheureusement blessé gravement un photographe là, à Libération, et puis après il a tiré au fusil contre les tours de la Défense. Dans une ville comme São Paulo, chez nous, les radios étaient en alerte, etc. Enfin, les télés, São Paulo, on n'en aurait même pas parlé. Il n'y avait même pas un entrefilet dans la presse, quoi. Je veux dire, c'est une telle banalité d'avoir des choses. Voilà, la planète urbaine. Alors, on peut voir la chose de manière... avec ces tensions. Avec, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, on appelle ça des gated communities, des communautés fermées. Hein, c'est-à-dire que pour entrer dans des immeubles comme ça, vous avez à l'entrée un poste grillagé avec des mecs armés. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'aller dîner chez des copains et on passe à une poste, les mecs sont armés avec une mitrailleuse au cas où, et puis il faut montrer patte blanche. C'est assez pénible pour nous, hein, on n'est pas du tout habitués, mais malheureusement, dans le monde, ça devient un peu une réalité. Alors, vous avez soit des copropriétés verticales comme ça. Ça s'est dit au marché foncier de centre-ville parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, donc il y avait des belles villas si je reprends l'exemple de São Paulo, il y avait des quartiers très agréables avec des beaux jardins et des belles villas, et puis à chaque fois on a une tour, quoi. Alors maintenant, parce qu'évidemment c'est extrêmement rentable. Mais vous avez aussi donc, de plus en plus des grandes enclaves qui sont horizontales avec des pavillons, et puis à l'entrée, vous êtes filtré, il y a la police. Oui. Là, monsieur, c'est la classe moyenne qui habite dans ces immeubles. Non, alors là, c'est pas la classe moyenne. Mais je vais vous dire, la classe moyenne qui consomme, elle est en partie là. Hein. Bon, il n'y a pas que ça. Là, c'est une image caricaturale. Hein. À São Paulo, vous avez aussi des quartiers. Vous avez envie d'habiter. Là, moi, j'ai pas envie d'habiter là et je ne pourrais pas habiter là non plus. Mais il y a d'autres quartiers. Hein. Mais enfin, ici, vous avez des gens, je regarde pas, on ne voit pas les antennes de télé, mais enfin, les gens ont la télé, ils ont des voitures, ils ont des assurances vie, etc. Enfin, voilà. Et ce sont des quartiers, vous savez, Paris s'est fait comme ça aussi. Hein. Et là, la banlieue parisienne s'est faite comme ça. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs.
Oui, et puis bon, il y a eu beaucoup d'autoconstruction, hein, tous les lotissements loi Loucheur et tout ça. Je peux vous dire, en termes de qualité du bâti, c'était pas tellement mieux que ce qu'on a connu là. Hein. Ce qui s'est fait quand Paris s'est urbanisé entre les deux guerres, par exemple, etc. Voilà. Bon, donc ça c'était un peu mon premier point. Voilà, alors le deuxième point, c'est ce que j'appelle le grand rattrapage. Alors, excusez-moi, une partie des images sont en anglais, mais enfin, on voit très bien. Ça, c'est la part du produit mondial. Si on prend le total de la production mondiale des industries manufacturières, comme on dit, enfin des industries, quoi, des usines. Voilà la part des différents pays. Ça commence en 70, ça termine en 2010, vous voyez. Et ça, c'est la Chine, quoi. Voilà. Donc, vous voyez que la Chine, qui était inexistante hein, jusque dans les années 90, là, la Chine n'existait pas au niveau mondial, elle a pris une place tout à fait considérable. Et puis, les États-Unis déclinent. Il n'y a pas. C'est tiré d'un journal anglais. Et donc, ils ne connaissent pas la France, mais enfin, la France, elle est aussi évidemment sur une pente de ce type-là. Alors, pourquoi j'ai dit le grand rattrapage? Parce qu'il ne faut pas oublier que si on se projette 3 à 4 siècles en arrière, on va dire jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, les historiens de l'économie qui font des reconstitutions, alors, vous allez me dire, ça c'est quand même assez complexe, mais donc il y a beaucoup d'hypothèses, mais enfin, la Chine et l'Inde étaient aussi développées que l'Europe, voire plus, et avaient un produit industriel et artisanal, etc., qui était supérieur ou comparable à celui de l'Europe, enfin avec une productivité par tête, produit par tête qui était du même ordre que celui qu'on a connu chez lui. Et donc avec l'expansion européenne des 2 derniers siècles, puis ensuite américaine, eh bien il y a eu la Chine et l'Inde ont terriblement. L'essentiel, c'est la Chine et l'Inde. Hein. Il y a d'autres pays, mais enfin la Chine et l'Inde, c'est les 2 grands poids lourds. Ils ont beaucoup reculé, sont devenus des pays très pauvres. Et aujourd'hui, on est dans une phase de rééquilibrage, tout simplement, qui est que, et d'ailleurs les Chinois le ressentent comme ça, parce qu'ils ont un sens quand même de la tradition historique, ils savent très bien qu'ils ont été un très grand pays, largement l'égal de l'Europe, et qu'aujourd'hui, ils reviennent à leur place naturelle. Alors le produit aujourd'hui, le PIB, le produit intérieur brut, enfin par habitant en Chine, encore très inférieur au nôtre, mais enfin petit à petit il va remonter et il va remonter à un niveau proche du nôtre. Voilà. Et comme ils sont très nombreux, comme chacun sait, ça faisait de plus en plus lourd dans l'équilibre du monde. Alors, je vous montre quand même Alors, de plus en plus d'historiens, aujourd'hui, c'est devenu un grand sujet. On a longtemps fait une histoire qui était très européocentrique. Hein. Même Brodel, que personnellement j'admire beaucoup, qui est le grand historien du XVIe, XVIIe siècle, premier grand historien français qui a vraiment travaillé à une échelle très large sur le niveau mondial. Même Brodel reste quand même très, malgré tout, il parle de la Chine, il parle de l'Inde, mais il est quand même très centré sur l'Europe. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'historiens qui essayent de travailler sur sortir de cette vision européocentrique du monde, en mettant en évidence l'importance de la Chine, de l'Inde et d'autres pays, de l'Asie du Sud-Est, de l'Afrique aussi, y compris les innovations technologiques, etc. Et puis la production, les grands réseaux marchands, etc. Il y a quand même toute une grande partie du monde qu'on avait un petit peu oublié à force de tout raconter notre histoire à partir de notre propre nombril, quoi. Donc il y a cette révision qui est un petit peu en cours, avec en même temps un peu l'angoisse de est-ce que demain nous allons être la France c'est 1% de la population mondiale. Voilà. On ne retrouvera jamais la puissance, le prestige qu'on a eu, mais d'ailleurs un peu localement d'ailleurs.
à l'époque du Roi Soleil. Je dis localement parce que les empereurs de Chine, ils regardaient le Roi Soleil français, ils ne les impressionnaient pas plus que ça. Hein. Ils ont toujours considéré que c'était eux le centre du monde. Donc c'est quand même un peu une gloire locale, quoi, on va dire, hein, Louis XIV. Oui. Que représente l'axe désordonné de 0 à 30? C'est le pourcentage de la production mondiale, hein, le pourcentage de l'output de la production mondiale, avec des prix, un ajustement des prix. Donc ça veut dire que la Chine faisait, je sais pas, 1% de la production, 1-2% de la production mondiale, et aujourd'hui fait 20%. Je pense qu'ils ont d'ailleurs passé au-dessus des 20%. La production manufacturière, hein. On parle des biens industriels. Hein, Ce qui nous vend en général, ça ne vaut rien du tout, hein, la Chine. Enfin, on va revenir, je garde votre question. mais alors... Hein? Mais par exemple, je sais pas, vous avez un iPhone, quelque chose comme ça, ou non, vous n'avez pas ça, mais beaucoup de gens en ont. Ça vient de Chine, hein, c'est compté dans les importations de Chine. Oui, mais c'est fabriqué en Chine, mais les études sont faites ailleurs. Je vais y venir. Vous anticipez, moi, ma présentation, monsieur. Voilà, je vais y venir dans une seconde. Sur le graphique, vous pouvez nous montrer l'Inde et les USA. Les USA, c'est en bas. Bon, alors oui, les couleurs ne sont pas formidables. Les USA, c'est ça, c'est celle du haut. La Chine, c'est celle-là. Le Japon, c'est ça. Le Japon, c'est très important. Hein. L'Allemagne, c'est ça. Vous voyez, l'Allemagne, c'est une part relative. C'est le premier exportateur mondial aujourd'hui, mais c'est une part relative dans l'industrie mondiale qui est en baisse. Hein. C'est pas contradictoire. C'est parce que le volume global a tellement augmenté l'industrie mondiale. Et l'Inde, c'est ça. Hein. Vous voyez, l'Inde reste quand même, et la Grande-Bretagne, c'est ça, mais la Grande-Bretagne a oublié d'être un pays industriel depuis déjà pas mal de temps. Hein. Ils ont décidé de se spécialiser dans la finance, les services, et c'était une industrie puissante, évidemment, jusqu'à la récente, mais il y a un petit mouvement de réindustrialisation dans la Bretagne, ils y sont quand même plus vraiment. Le Japon, Bon. le Japon baisse aussi beaucoup. Pardon? Le Japon baisse. Oui, la part relative. Attention, c'est la part relative. Hein. Il faut penser que pendant ce temps-là, à cause de cette croissance de la demande, notamment toutes ces classes moyennes maintenant dans le monde entier, le volume global a beaucoup augmenté. Donc là, on est en pourcentage. Hein. Il faut toujours faire attention. C'est un peu le principe des vases communicants. La Chine. Ah ben le total, normalement, ici, fait toujours 100. Hein. Fait 100. Oui. Donc ça, quand l'un monte beaucoup, les autres diminuent en proportion. Ça ne veut pas dire que ça diminue en valeur. Par exemple, la production industrielle allemande a beaucoup augmenté, la production industrielle américaine aussi. La production industrielle en volume française a augmenté aussi, contrairement à ce qu'on dit. Elle est moins importante dans le PIB français et elle est moins importante dans le PIB mondial. Si la Chine augmente comme ça, c'est que les autres baissent. Ah oui. C'est le principe de la... Ah oui. Ça, c'est arithmétique. Alors attendez, je vais. Alors vous voyez, ça c'est quand même. Ça c'est très intéressant, je trouve. C'est un peu compliqué. C'est la part de la production, justement, mondiale, mais alors cette fois sur une longue période. Hein. C'est-à-dire en 1800. Alors, ne me demandez pas comment ils ont fait pour calculer ça en 1800, mais il y a des gens qui passent leur vie à ça, hein, et donc on peut leur faire confiance quand même pour l'avoir fait le plus sérieusement possible. Maintenant, je ne mettrai pas ma main à couper que les chiffres sont juste à la virgule près. Hein. Mais en gros, en 1800, vous aviez 30% l'Europe, les pays développés, c'était essentiellement l'Europe. Hein. En 1800, il n'y avait rien d'autre que l'Europe. L'Europe, ça représentait 30%, et l'Inde et la Chine représentaient 70%. En gros, proportionnel à la population. Pourquoi? Parce que les techniques étaient à peu près partout les mêmes. Hein, les techniques étaient aussi avancées en Inde et en Chine. C'était avant la mécanisation, les machines, la révolution industrielle, etc. Enfin, c'était au début. Et donc, la journée de travail d'un Indien ou d'un Chinois produisait autant que la journée de travail d'un Français, d'un Allemand ou d'un Anglais à l'époque. Donc c'était en gros proportionnel à la population. En 1900, vous voyez que le 19e siècle, ça a été un basculement du monde incroyable. Hein, puisque là, l'Inde et la Chine ont complètement disparu. Pourquoi?
À cause de l'impérialisme en partie, mais aussi, surtout parce que là, on a eu la révolution industrielle et qu'avec le même temps de travail, le même nombre de gens, on produisait beaucoup plus qu'avant. C'est quand même la productivité, si vous voulez, par personne a augmenté de manière extrêmement spectaculaire en Europe, grâce à la révolution technique, etc., la machine à vapeur, l'électricité, enfin l'électricité c'est plutôt après, bon. Hein. Et les autres pays, soit parce qu'ils n'ont pas su vraiment prendre le train de la modernisation, soit parce qu'on les en a empêchés, je penche plutôt pour la deuxième hypothèse, ils n'ont pas fait le même chemin. Donc après, vous voyez, en 80, on était encore dans une situation où le monde industriel était très massivement dans les pays développés, alors cette fois-ci avec une part très importante évidemment des États-Unis, mais enfin disons là c'est la triade États-Unis, Japon, Europe, mais c'est encore 73%, et puis on passe à 2010, et à 2010 on n'est plus qu'à 60%, et le reste pèse 41%. Et je pense d'ailleurs, ce qui est très frappant, si vous regardez un peu, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est que la croissance, elle est surtout la montée de la Chine et du reste, c'est surtout à partir de 2000. Voilà. Alors les projections font qu'on va retourner assez vite, non pas à ce ratio-là, avant d'être à ce ratio-là, il va quand même se passer un peu de temps, mais on va remonter assez vite. Voilà, ça s'appelle, c'est une forme de rattrapage. Les historiens s'interrogent beaucoup sur les raisons de la divergence, pourquoi à un moment donné ça a divergé entre l'Europe et puis l'Asie, et aujourd'hui on essaie de comprendre pourquoi ça se rapproche de nouveau. Bon, quelque part, moi je considère que c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a des millions, des centaines de millions de gens qui étaient maintenus en lisière de la croissance et du développement,